Bien, bonjour, merci. Je pense qu'à Bangui, effectivement, on n'a pas la pyridostigmine dans nos trousses. Et comme le disait Hervé, ça fait partie de kits qu'on rajoute en fonction des situations. Mon propos sera centré sur les spécificités de la prise en charge des blessés directement sur le champ de bataille. Et je vous propose rapidement de revenir sur des petites notions historiques très rapides qui permettent de voir que la volonté des combattants, les plus anciens, puis de tous les systèmes de santé qui se sont développés au fil du temps, a toujours été de porter secours au plus près des blessés. Achille pense Patrocle pendant la guerre de Troie. Les chirurgiens de l'empereur développent les premières techniques d'hémostase chirurgicale et d'évacuation. Et les conflits du XXe siècle nous permettent de moderniser ces techniques et les moyens d'évacuation qui permettent aujourd'hui une prise en charge dans les meilleurs délais. Après avoir rappelé les principales données de l'épidémiologie des blessés et des morts au combat, je détaillerai les principes du soutien santé à l'avant, puis la prise en charge des deux principales causes de décès au combat, le choc hémorragique, puis un peu plus rapidement l'insuffisance respiratoire aiguë. Les conflits auxquels prennent part à l'heure actuelle les forces armées font place à des conflits asymétriques durant lesquels nous sommes plus exposés à des actions de terrorisme ou de guérilla. Les causes de blessures et de morts au combat ont suivi une évolution identique. Là où l'épée par balle était le principal mécanisme lésionnel durant les conflits du XXe siècle, les conflits récents, Irak, Afghanistan, montrent une évolution de la part respective des mécanismes lésionnels avec les blessures par explosion qui représentent maintenant à peu près 80% des blessures au combat. Les hémorragies non accessibles à la compression ou à la mise en place d'un garrot engendrant un choc hémorragique représentent la cause la plus fréquente de décès avec le traumatisme crânio-cérébral. Ces décès surviennent en grande majorité avant d'avoir atteint une structure chirurgicale. Ils surviennent même, pour l'essentiel, dans les 30 premières minutes après la blessure. 25% d'entre eux sont jugés évitables, dont 90% pour des raisons hémorragiques, le reste représentant l'obstruction des voies aériennes supérieures et le pneumothorax suffocant. La répartition anatomique des lésions a peu évolué dans le temps et concerne essentiellement les extrémités. Les principes du soutien santé sur le champ de bataille reposent sur une hiérarchisation des moyens qui représente, du point de blessure à l'évacuation en métropole, une véritable chaîne de sauvetage. Le blessé est pris en charge initialement par son camarade de combat, formé aux gestes de sauvetage, mise à l'abri, pose de garrot et pansement compressif. Et au plus près, parfois au sein même des combats, la médicalisation de l'avant est représentée par le rôle 1, dont le but va être de maintenir le blessé en condition de survie en vue d'une évacuation sanitaire vers les structures chirurgicales de rôle 2 et 3 en fonction de leur capacité. Viennent ensuite précocement les évacuations stratégiques qui permettent aux blessés de rejoindre la France et les hôpitaux d'infrastructure, ou rôle 4, qui sont en charge des traitements définitifs. À chaque niveau de cette prise en charge, les différents acteurs vont avoir pour objectif d'essayer de garantir la survie jusqu'à l'échelon suivant. C'est la notion de damage control bien connue des marins, qui consiste dans un bateau en perdition à se concentrer uniquement sur les failles vitales afin de récupérer petit à petit toutes les fonctions du navire. Ce damage control commence donc dès le point de blessure. Il est alors centré sur l'aveuglement des hémorragies, la correction des signes précoces du choc hémorragique et la désobstruction des voies aériennes. Le damage control chirurgical, réanimatoire, transfusionnel vont, eux, se concentrer sur des gestes d'hémostase chirurgicale, sur les signes de coagulopathie post-traumatique, afin de garantir des conditions compatibles avec la survie et l'évacuation vers la métropole. Notre prise en charge repose donc sur un triptyque: prise en charge précoce et agressive des blessés directement sur le champ de bataille, évacuation sanitaire robuste et de haute technicité, et la présence de moyens chirurgicaux et de réanimation au plus près. La rapidité de la prise en charge apparaît comme un facteur déterminant dans la survie des blessés. Nous avons vu précédemment que 90% des décès surviennent dans les premières minutes
C'est pour cela que la règle des 10-1-2 a été mise en place selon les normes de l'OTAN. Elle préconise une prise en charge initiale en moins de 10 minutes, une prise en charge médicale en moins d'1 heure et une prise en charge chirurgicale en moins de 2 heures. Nous savons que le raccourcissement de la prise en charge chirurgicale, progressivement vers 90 minutes puis vers 60 minutes, diminuera le nombre des décès des suites de leurs blessures. Pour autant, le défi technique et logistique que représente la mise en place de tels délais d'évacuation le service de santé confirme le délai des 2 heures et préconise, dans la mesure du possible, de réduire ce délai en fonction des capacités. La principale cause de décès évitable sur le champ de bataille étant l'hémorragie gravissime, dans un souci de synthèse, cet aspect de prise en charge du blessé de guerre sera prioritairement développé. Le principe de la prise en charge d'un blessé de guerre hémorragique repose sur la prise en charge d'un choc hémorragique, malgré une nécessaire adaptation liée aux conditions d'exercice et aux moyens disponibles. Les objectifs sont les mêmes: tarir des hémorragies extériorisées, restaurer ou préserver une volémie de manière réfléchie et lutter contre les facteurs aggravants symbolisés par la triade létale, acidose, hypothermie et coagulopathie. Cette hémostase tactique a pour but de stopper les hémorragies par tous les moyens disponibles et éviter les pertes massives. Le contexte de prise en charge influence lourdement les moyens utilisables sur le terrain, qui sont représentés du plus simple au plus complexe par la compression manuelle, dont tout le monde comprendra qu'elle est efficace mais difficilement réalisable sur le terrain puisqu'elle fixe l'opérateur qui la pratique. L'usage des pansements compressifs qui, quel que soit le modèle, sont à peu près tous faits de la même façon, c'est-à-dire un pansement absorbant et un lien large qui, de façon circulaire, va permettre de réaliser une compression. Il en existe de différentes tailles pour différentes formes de plaies. Le garrotage systématique des plaies accessibles au garrot par le garrot soft tourniquet, dont chaque combattant est équipé et formé à l'utilisation, garantit au besoin, en associant plusieurs garrots, l'absence de pertes massives s'il est réalisé rapidement. C'est le seul geste véritablement praticable en ambiance critique. Il existe d'autres modèles de garrots plus sophistiqués ou plus adaptés à certaines formes ou localisations de plaies. C'est le cas du garrotage pneumatique, très efficace et peu encombrant, et les compressions jonctionnelles par garrot de type croc ou SAM. Les pansements hémostatiques imprégnés de schizostan ou de microgranules absorbant fortement l'eau ont un pouvoir d'arrêt important sur l'hémorragie. Les pansements imprégnés de schizostan ont montré leur efficacité, notamment en cas de packing de plaies artérielles, alors que les pansements imprégnés de microgranules ont plus d'efficacité sur les saignements veineux. La stabilisation pelvienne sommaire ou par ceinture pelvienne, dès que les blessures ou l'examen font suspecter une atteinte du bassin, est un geste maintenant maîtrisé et assez commun. Le contexte et le type de blessure orientent fortement la décision de pause, sachant que l'examen clinique fiable étant parfois relativement difficile à réaliser. La réaxation des membres déformés et l'immobilisation systématique de tous les foyers de fracture, même sommairement, concourent enfin au contrôle des saignements induits, mais aussi à l'analgésie. La hiérarchie d'utilisation de l'ensemble de ces moyens ne doit pas être stricte, et plutôt répondre à un certain pragmatisme. Cette photographie résume parfaitement l'état d'esprit: multigarrotage, bandage complexe et multiple, et immobilisation sommaire. La réanimation hémodynamique débute sur le terrain. Elle doit faire appel à des moyens simples et a pour objectif d'identifier un éventuel état de choc hémorragique et de préserver une pression artérielle compatible avec le maintien de l'oxygénation et de la perfusion tissulaire. Elle est réservée aux blessés en état de choc hémorragique à la prise en charge, et le pouls radial, l'absence du pouls radial est le reflet de la limite d'hypovolémie acceptable. Le remplissage vasculaire doit être modeste, avec des objectifs qui sont de maintenir une pression artérielle de l'ordre de 80 à 100 mm de mercure, afin d'éviter soit la dilution, soit l'aggravation du saignement par augmentation trop rapide de la pression artérielle. À ce titre,
Le choix est clairement porté sur les solutés à faible volume et à fort pouvoir d'expansion. Il présente l'intérêt majeur de réduire l'empreinte logistique que peut représenter un remplissage et présente un rapport coût-efficacité-volume d'emport intéressant. Les abords vasculaires sont nécessairement simples au vu des conditions de réalisation. La voie veineuse périphérique de bon calibre au pli du coude est la règle. Dès le deuxième échec, ou dès lors que les conditions de prise en charge sont critiques, la voie intra-osseuse est de rigueur. Les matériels modernes sont maintenant simples d'utilisation et l'ensemble des intervenants paramédicaux et médicaux sont formés. L'intérêt des catécholamines réside dans le fait de maintenir une pression artérielle satisfaisante et une pression de perfusion tissulaire correcte. Lorsque la réponse au remplissage vasculaire est insuffisante. Le service de santé recommande qu'après l'échec du premier soluté de remplissage, et en même temps que le second, 1 mg d'adrénaline ramené dans 10 ml soit injecté millilitre par millilitre jusqu'à la perception du pouls radial ou le retour à la conscience pour les traumatisés crâniens. En l'absence de pousse-seringue électrique ou de dispositifs permettant de réguler correctement le débit de perfusion, la titration est la méthode la plus simple. La place de la noradrénaline, dont l'utilisation en urgence dans le choc hémorragique est reconnue, est discutable d'un point de vue de la facilité d'utilisation sur le terrain. L'intérêt des mesures associées réside principalement dans la prévention de la triade létale induite par l'hémorragie. Lutter contre l'hypothermie est primordial et plusieurs études ont corrélé la mortalité et la chute de la température centrale. Chaque degré perdu ampute de 10% les capacités de coagulation. L'objectif est donc bien de maintenir nos blessés à une température de 37 degrés, car dès l'apparition d'hypothermie même modérée entre 34 et 36 degrés, les pertes sanguines et l'impact sur la mortalité sont très nettement majorés. Nous tentons à ce stade d'agir sur deux versants, à la fois réchauffer nos blessés avec les couvertures de survie et tenter, quand c'est possible, de réchauffer les solutés de perfusion. Réduire l'hyperfibrinolyse par l'utilisation de l'acide tranexamique est l'autre bras de levier dont nous disposons pour prévenir cette triade létale à ce stade de la prise en charge. L'acide tranexamique est un analogue synthétique de la lysine qui inhibe la formation de plasmine par liaison au plasminogène. Il stabilise ainsi le thrombus par inhibition de la fibrinolyse tissulaire. Utilisé au cours de chirurgie hémorragique, notamment traumatique, il trouve naturellement sa place dans la phase initiale de la prise en charge des blessés hémorragiques dont le risque de fibrinolyse est élevé, c'est-à-dire s'il est initié dans la première heure de prise en charge à la dose de 1 g en 10 minutes, concrètement dans la première perfusion, puis 1 g toutes les 8 heures jusqu'à l'arrêt du saignement. Une fois la situation hémodynamique prise en charge, garantir la perméabilité des voies aériennes supérieures ou les désobstruer sont les deux objectifs majeurs. Qu'il soit blessé du thorax ou traumatisé crânien, le blessé de guerre est à haut risque d'hypoxémie et d'obstruction des voies aériennes. Je serai plus bref sur le blessé en détresse respiratoire. Quand la libération positionnelle des voies aériennes est possible, elle doit être privilégiée. L'utilisation des canules nasopharyngées ou de type Guedel peut être utile afin de les maintenir perméables. En revanche, dès que se pose la question de désobstruer de façon plus radicale, l'intubation et la coniotomie ont tout leur intérêt. Cependant, au vu du défi logistique que représente l'intubation orotrachéale directement sur le terrain, il convient de réserver à des blessés dont il est indispensable d'assurer la ventilation, c'est typiquement le blessé brûlé, et de réserver aux obstructions franches et aux blessés que l'on peut laisser en ventilation spontanée, le plus longtemps possible, la coniotomie par le kit Militrac 2 qui est présenté sur cette diapositive. Le pneumothorax suffocant représente la troisième cause de mortalité sur le champ de bataille. Recherché systématiquement lors de l'association d'une détresse respiratoire associée à une détresse ventilatoire, l'asymétrie des mouvements ventilatoires impose la réalisation d'une exsufflation à l'aiguille au deuxième espace intercostal, permettant de faire disparaître le caractère compressif le temps de l'évacuation.
À défaut de cette extuflation, la réalisation d'une thoracostomie au doigt est envisageable. Le drainage thoracique est en revanche exceptionnel sur le terrain. Il sera réservé à l'indication du drainage d'hémothorax massif, dans le but de récupérer par autotransfusion le volume de sang concerné. Il entre alors plus dans la partie réanimation hémodynamique. Pour conclure, le blessé de guerre est le plus souvent un blessé hémorragique, dont le pronostic vital est fortement engagé. La réanimation sur le champ de bataille débute dès la survenue de la blessure pour se poursuivre jusqu'au retour dans un hôpital de métropole. Le sauvetage au combat, par l'utilisation des garrots tactiques, des pansements compressifs et hémostatiques, par le remplissage vasculaire précoce et la gestion des voies aériennes, permet d'éviter un certain nombre de décès précoces. À partir de l'évolution des données épidémiologiques recueillies sur le terrain depuis les dernières années, la formation au sauvetage au combat et les procédures ont été adaptées. De nouveaux matériels ont été développés spécifiquement pour l'usage militaire. Ils sont en perpétuelle évolution et sont un des facteurs concourant sans nul doute à la survie des blessés. J'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention.